Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel entrepreneur qui s'appelle Florentin Dam. Salut Florentin, comment vas-tu ? Salut, ça va super et toi? Merci pour Écoute, m'avoir invité. ça va super, franchement, c'est un gros kiff de pouvoir te recevoir Mhm. puisque pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es data scientist, donc ça va faire peur à certaines personnes, mais tu pourras nous expliquer ce que c'est. Tu es data scientist freelance, tu vulgarises la tech, tu as plus de 7 ans d'expérience dans la tech d'ailleurs, et tu as Ouais. participé à pas mal de projets, donc dans le spatial, dans le milieu industriel, les énergies renouvelables, la 5G, le maritime, le recrutement, bref, tu es partout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, je pense que c'est déjà pas mal. Tu as très bien résumé un petit peu qui je suis. Super. Moi, je t'ai fait venir pour parler d'un sujet qui m'intéresse fortement Mhm. et qui est en lien justement avec ce que tu fais. Le sujet, c'est prendre des décisions grâce à la data science. Donc, du coup, avant de commencer, moi, j'ai envie de te demander pourquoi être parti dans la data science. Alors, c'est très simple. Au début, je voulais bosser dans la robotique. Ouais. Du coup, j'ai fait un diplôme dans tout ce qui est mécatronique, parce que c'est ce qui se rapprochait le plus. Et au final, j'ai vu que l'IA avançait vachement vite à l'époque. C'était il y a 7 8 ans. Je crois que c'était à ce moment-là où tu avais le meilleur joueur de Go qui s'était fait battre par une IA, et Ouais. où je voyais réellement que l'IA avait vraiment du potentiel, que je pouvais contribuer à voir l'IA évoluer de manière intéressante. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi ne pas me lancer dans ce domaine et en faire mon métier? Et me voilà aujourd'hui, quelques années plus tard. On peut dire que tu as eu du flair puisque sur LinkedIn en ce Hmm. moment on voit beaucoup d'IA Ah prendre ouais. de la place, notamment ChatGPT pour Ah ne bah, citer qu'elle. on entend que ChatGPT en ce moment. Quand c'est pas ChatGPT, c'est aussi DALL-E 2. Je me suis amusée dessus cet après-midi d'ailleurs, donc Ouais. Non, c'est super puissant, hein, franchement, et ça n'a pas fini de progresser, hein. ça marche. Alors du coup, pour expliquer un petit peu aux gens ce que tu fais, est-ce que tu peux Ouais, nous dire qu'est-ce que la data science? ouais, bien sûr. En fait, d'une manière simple, je pourrais dire que la data science, ça consiste au fait d'utiliser de la donnée pour en faire ressortir de la valeur ajoutée. Par exemple, là, on parlait de ChatGPT qui a appris sur tout Internet pour pouvoir répondre à la moindre des questions des utilisateurs. Après, si on entre un petit peu plus dans le détail, bah, on peut dire que c'est une discipline en fait qui mélange à la fois des mathématiques, de l'informatique et du business, et avec pour cœur le machine learning, qui Ok, est finalement l'intelligence artificielle au sens propre. ok, génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer, pour nous qui sommes des moldus de ce domaine-là, est-ce que tu peux nous expliquer comment la science finalement a réussi à compiler des maths, de l'informatique et du business? Puisque du business, finalement, tu as beaucoup de choses dedans. Tu peux avoir du Mhm. marketing, tu peux avoir du recrutement, tu peux avoir de la logistique. Comment ça peut s'articuler de façon très simple? C'est une excellente question. Bah, disons qu'au quotidien, tu discutes en tant que data scientist avec des personnages, enfin, des spécialistes dans leur domaine, par exemple des experts de l'hydraulique ou des énergies, et eux, ils ont des problèmes bien particuliers. Par Mhm. exemple, ils ont envie de savoir dans 3 mois quelle va être la consommation dans tel pays. Comme ça, toi, à partir de ce besoin, bah, tu vas pouvoir créer un algorithme qui va répondre à ces problématiques, mais tu peux pas la créer d'un coup comme ça. Donc tu vas dialoguer avec cette personne-là, tu vas dire d'accord, c'est ça que tu veux, mais peut-être que tu le veux de cette manière. D'accord. Donc moi, pour pouvoir répondre à ça, j'aurais besoin de données de tel ou tel type, de telle ou telle fréquence ou de volumétrie. Et peut-être que cette personne-là, comme c'est un spécialiste du business, mais pas forcément de l'IT, bah, il va plutôt te passer le contact de son collègue, qui lui pourra te vraiment te fournir toute la data dont tu auras besoin. Mhm. Et toi, bah, avec les connaissances que tu as accumulées en mathématiques et en informatique, bah, tu vas pouvoir transformer des maths en informatique
pour développer justement des modèles de machine learning qui vont ingérer cette data, la transformer et pouvoir faire des prédictions, par exemple. Ok, c'est un petit peu le monde d'Harry Potter que tu es en train de nous raconter là, avec des formules magiques, des potions et des incantations en tout genre. Mais je pense que la plupart des gens ont compris. On part de données, on construit des algorithmes à partir de ces données pour les traiter et ensuite le machine learning va faire son travail de digestion et de transcription finalement pour répondre à la problématique initiale. C'est ça. Là, tu es plus là pour le guider, lui montrer de quelle manière apprendre, tuner un petit peu, entre guillemets, son cerveau en ajoutant des architectures de neurones, en influençant pas mal, en fait, sa façon d'apprendre pour pas faire n'importe quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu nous parlais de récolte de data tout à l'heure. Oui, oui. Comment est-ce que selon toi, on peut s'assurer que quand on récolte de la donnée, elle soit qualitative? Pour qu'elle soit qualitative, je pense qu'il y a plusieurs étapes qu'on peut franchir. Mhm, Déjà, pour commencer, le fait de sélectionner là où les sources de données, parce que entre prendre de la data d'un site qui est bien connu, où on sait que c'est propre, et récolter la donnée depuis un autre site que tu n'as jamais utilisé auparavant, qui peut peut-être tomber en panne en cours de récolte, bah, c'est pas la même chose en termes de fiabilité. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce serait bah, mettre en place un pipeline, c'est-à-dire une sorte d'usine qui va te faire tout ça de manière automatisée, qui va vraiment récolter ta données à une fréquence donnée, qui va même pouvoir transformer de manière automatique certains morceaux de ta donnée mhm. et fournir tout ça aux algorithmes de machine learning. Parmi les transformations, il y a par exemple gérer les datas qui sont manquants ou qui sont erronés ou en doublon, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment quand on collecte de la donnée, surtout en forte volumétrie. D'accord. Donc en fait, tout ça, ça va te permettre de transformer ces données, ces data, Mhm. pour, bah, par exemple, dans le cadre de cet épisode notamment, piloter un business. C'est ça? C'est ça, parce que chaque business a besoin de data différents et chaque problématique, du coup, nécessite des modèles différents également. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette data pour piloter nos business? Alors, une fois qu'on l'a collectée, on va d'abord la stocker pour pouvoir la réutiliser par la suite, Ok. notamment via des transformations de toutes sortes, hein. Et ensuite, bah, on va mettre cette donnée qui était à l'état brut, qui devient ensuite utilisable. Bah, là, on va pouvoir la mettre en apprentissage pour notre modèle. Mhm. Et une fois que le modèle il a appris suffisamment bien, bah, on peut soit le tuner, soit directement le mettre en production, notamment en le mettant dans des sites web ou dans des API pour que des clients puissent ensuite bénéficier des comportements de cette IA. Ok, donc pour les personnes qui ne sont pas du tout du domaine de la tech, mettre en production, ça veut dire que le produit est entre guillemets fini, en tout cas qu'il est utilisable par le grand public et du coup qu'il atteint, on va dire, ses premières fonctionnalités. Bien évidemment, il pourra toujours s'améliorer, comme tu l'as dit, puisque c'est une machine qui apprend en continu en fait. C'est ça, exactement. Tout à l'heure, on parlait de ChatGPT, qui est un super exemple. ChatGPT, quand tu lui poses des questions, souvent c'est bon, mais il y a quelques fois où c'est un petit peu à côté, et là, bah, tu donnes des feedbacks, tu vas dire, ah non, j'attendais plutôt cette réponse. Bah, cette information-là, ça va lui permettre de évoluer petit à petit à chaque fois. Ok, d'accord. Et tu aurais des exemples de situations ou une sorte de mini-process pour Mhm. aider les personnes qui nous écoutent à prendre des décisions grâce à la data science, qui leur donnerait envie d'utiliser la data science? Ouais, carrément. Bah, quand j'avais débuté mon job, j'avais commencé dans un projet qui consistait à faire de la maintenance prédictive. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on avait reçu plus d'un million d'enregistrements de données issues d'usines, en fait, qui venaient de milliers de capteurs. Et en fait, l'idée, c'était d'entraîner un modèle pour prédire les défauts dans les pièces usinées. Pourquoi faire ça? Concrètement, pour savoir quand il faut changer les machines avant qu'elles tombent en panne. Et donc, augmenter la qualité des produits. Et pas perdre le rythme de production. C'est ça. Donc, c'est-à-dire intervenir avant que tes machines tombent en panne. Donc ça, c'est plus au niveau industriel. Est-ce que, Mhm, par exemple, pour des entrepreneurs qui mhm, bossent dans le digital, est-ce mhm. que tu aurais des exemples de mise en pratique
de Ouais. récolte de données avec la data science pour pouvoir prendre des décisions, par exemple, sur du marketing ou du recrutement. Ouais, bah, par exemple, sur le marketing, il y a le fameux A/B testing qui est très utilisé par les marketeurs. Alors ça consiste en fait à comparer deux populations différentes qui vont accéder à deux versions différentes d'un site web que tu as mis en ligne pour savoir, par exemple, si tel bouton est mieux de cette couleur ou dans cette position ou dans cette forme. Par exemple, tu prends, je sais pas, 100 000 utilisateurs dans la version A et 100 000 utilisateurs dans la version B. Bah, il suffit que tu aies, je sais pas, 80% des utilisateurs de la version A qui vont acheter ton produit pour t'aider à te dire, ah bon, bah, finalement, on dirait que la version A du site fonctionne mieux que la version B. Du coup, on va rester sur la version A. Donc ça permet finalement de faire des choix stratégiques Ah oui, complètement. sur l'utilisation, donc là on parlait de marketing, mais sur Mhm. l'utilisation d'outils, donc le site web notamment, pour pouvoir atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, de vente, de volume, etc. Et, Exactement. et côté recrutement, est-ce que tu aurais Mhm. un exemple d'utilisation de data science? Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, bah, sur LinkedIn, par exemple, ce qu'ils font, c'est que ils vont analyser tous les offres d'emploi qu'ils ont dans leur base et tous les profils finalement. Ils vont tenter ensuite de faire des matchings pour que ce que un recruteur recherche et ce qu'un candidat recherche soit le plus pertinent possible. Ça, du coup, tu as des modèles qui vont analyser vraiment mot par mot tout le contenu, qui vont aussi prendre en compte les différents critères et vraiment tout mettre ensemble pour finalement proposer les meilleures sélections possibles. Donc ça, c'est des mails qu'on a pu parfois recevoir dans notre Mhm. boîte mail qui disent, ben voilà, il y a ces offres qui correspondent à votre profil, pourquoi ne pas candidater? En C'est fait, ça, ça, c'est du machine learning. tout à fait. Après, c'est plus ou moins bien fait. Je sais pas toi, mais sur LinkedIn, ça m'est déjà arrivé de recevoir des offres pour devenir dentiste. Oui, moi, on Peut-être m'a parce que... proposé d'être soudeur, donc Ah bah, tu vois. Bon, c'est pour ça, c'est un marché où on peut vraiment améliorer les choses, hein. Honnêtement, il y a plein de choses à faire encore pour améliorer le matching, en tout cas, entre les candidats et les recruteurs. Enfin, oui, c'est ça. très clairement. Et ça, c'est valable pour tout type de business finalement. On n'a pas besoin d'être une grosse industrie ou une grosse machine comme LinkedIn ou Pôle Emploi pour pouvoir utiliser la data science. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je pense que c'est accessible à toute personne qui a envie vraiment de monter en compétence sur ce sujet-là. Il faut pas forcément être un expert en maths, avoir fait Bac+8 non plus, hein. Non, il suffit peut-être de comprendre un petit peu certaines notions telles que tout ce qui est calcul matriciel, les statistiques, les probabilités, et savoir transcrire tout ça en code, tel que en Python par exemple. Qui est un Et langage de code pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est pas un serpent, enfin, ça bon, peut, mais pas dans ce cas-là. voilà, et qui a l'avantage d'être vraiment facile d'accès en fait, hein, dont la courbe d'apprentissage est vraiment assez courte finalement. Est-ce que tu aurais des ressources, par exemple, à nous partager pour justement mieux découvrir ce domaine qui est assez obscur finalement, Ouais, de la data science pour un niveau, on va dire, assez débutant? ouais, bah, j'ai quelques amis qui me posent la question justement des fois, et je recommande souvent quelques sites tels que DataCamp ou DataQuest et Udacity. Udacity qui est encore mieux, mais qui a un certain coût, mais qui délivre un diplôme assez reconnu à la fin, qui a des vidéos, des exercices et même un projet capstone à la fin qui permet bah, d'avoir un premier projet conséquent sur votre portfolio. Ce qui permet peut-être de trouver des opportunités derrière ou C'est de ça. créer vos propres projets aussi par la C'est suite. ça, exactement. Histoire de se faire la main sur toutes les tâches qu'on peut être amené à faire en data science de A à Z. Et du coup, moi j'ai envie de te parler aussi de growth marketing, puisque Ouais. ça on le voit pas mal sur LinkedIn et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui font du growth marketing. Comment est-ce que tu vois l'articulation, toi, entre la data science et le growth marketing pour rendre ça encore plus puissant que ça l'est déjà? Bah, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Quand on parle de growth, ça me fait penser à croissance rapide, recherche de leads de manière optimisée. Je me dis, déjà, d'un point de vue marketing, pour réussir en growth, j'ai l'impression qu'il faut que ton persona il soit vraiment clair dans ton esprit, que tu comprennes vraiment ses pain points, ses habitudes d'utilisation. Alors tout ça, en machine learning, je le résumerai par un seul mot, c'est pattern. C'est-à-dire ses motifs, comment il se comporte,
Genre, je sais pas, si tu as envie de prospecter pour chercher des candidats, par exemple dans la tech, peut-être que tu peux voir que un candidat dans la tech se connecte souvent sur LinkedIn à partir de 17 heures ou a du mal à trouver certains types de jobs avec certains critères. Avec le machine learning, en fait, tu peux mettre une IA qui va aller peut-être observer les dernières tendances en termes d'offres d'emploi et observer aussi dans les forums les pain points qui se font le plus ressortir pour te donner justement des idées d'amélioration. Et avec le machine learning, tu peux du coup concevoir un algorithme qui va aller justement détecter tous les patterns possibles et imaginables pour au final aller cibler les utilisateurs qui seraient le plus adaptés à ta solution. Que ce soit pour, je sais pas, vendre un produit ou pour vendre une formation. Tout ça avec le machine learning, ça peut vraiment accélérer ta recherche de clients en tout cas. Et est-ce que tu dirais que ça peut menacer certains jobs? Parce que là, moi, ce que tu es en train de décrire, ça me fait beaucoup penser à des démarches UX, de Mhm. compréhension de l'utilisateur. Ça me fait penser aussi à certaines personnes qui font des ads, donc des publicités sur LinkedIn, sur Google, sur YouTube, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que la data science, le machine learning, va pas remplacer ces jobs-là? En fait, la data science est présente depuis super longtemps en fait. Ne serait-ce que dans les publicités que tu vois sur Facebook, c'est à base de data science, hein, tout ça. Et alors, je sais pas si les métiers ont pu être remplacés, mais je sais que les marketeurs utilisent beaucoup ces outils-là. Du coup, peut-être qu'ils sont un bon assistant par contre, pour pas qu'ils aient à manuellement chercher des personnes à qui faire leur pub. Pour l'instant, je le vois plus comme un assistant ultra rapide, Tu, plutôt qu'un tu, remplaçant pour l'instant. ouais, tu dirais que c'est peut-être pas encore suffisamment évolué pour remplacer Mm. l'humain. C'est ça, c'est ça. Ou même dans le copywriting. Par exemple, ChatGPT, tu lui demandes de pondre un texte sur, je sais pas, sur les voitures du futur. Il pourra te le faire à sa sauce, mais ce sera jamais ton style à toi. Finalement, ok, il peut te faire gagner du temps pour te faire générer des idées, avoir un premier modèle de texte, mais à la fin, c'est toi la personne qui va améliorer ce texte, le transformer en ton style. Est-ce que tu aurais ta boule de cristal dans le coin pour nous faire des petites prédictions sur justement l'évolution de la data science, des intelligences artificielles, à quoi, selon toi, on pourrait s'attendre dans les prochains mois, années? D'accord. Alors, je sors ma boule de cristal, tiens, qui ressemble à une tasse aujourd'hui. Alors, voyons voir. Dans les prochains mois, on va toujours continuer à entendre parler de ChatGPT encore plus, mais aussi de concurrents qui Ok. vont vouloir compenser ses limites. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une publicité sur Chat Sonic qui compenserait certaines limites. Bon, j'ai juste lu en diagonale, mais ça avait l'air pertinent. Et en termes d'IA, les voitures autonomes, c'est pour bientôt. Comme il y a eu pas mal de progrès en IA dans tout ce qui est génération d'images, génération de texte et récemment génération de musique. Il resterait quoi à générer encore qu'on n'a pas encore généré? Générateur de business peut-être, tiens. Peut-être. Ou des plats tout prêts. Ça serait pas mal ça. T'arrives, tu dis bon aujourd'hui je suis d'humeur à manger, je sais pas, asiatique. Qu'est-ce que tu me proposes? Et là il te sort un nouveau plat qui n'avait jamais été créé, qui C'est ça. pourrait être dans un resto 3 étoiles facile. On va se retrouver comme dans le cinquième élément. Alors la référence est un peu vieille, vous m'excuserez, mais l'idée c'est un petit peu ça. Ok, donc voiture autonome, ChatGPT et compagnie, et d'autres générateurs, on verra de quoi, et d'autres types de générateurs en tout cas. C'est ça. Ok, C'est pas les super. idées qui manquent en tout cas. Oui, y a plus qu'à créer les algorithmes. C'est ça. Donc ça dépendra finalement des data scientists et de leur vitesse de codage. Ou même à quel point les assistants de codage vont être pertinents. Super, bah écoute, merci pour ces prédictions, merci pour tout ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y Avec aurait plaisir. Est-ce qu'il y aurait des derniers éléments avec lesquels tu voudrais que les gens repartent de cet épisode pour bien comprendre la data science et pour bien prendre des décisions aussi grâce à la data science? Alors, comme élément, en tout cas, tout ce qui est formation pour les personnes qui souhaiteraient s'initier, hein, il y a vraiment Data Quest, Data Camp
et Udacity que je recommande fortement. Après, il y a aussi Open Classroom, hein, qui a vraiment des formations de qualité. Sinon, bah, si vous voulez être informé des dernières actualités, moi, c'est quelque chose que j'aime bien partager, en tout cas, sur tout ce qui est news côté tech et data. Vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, hein. Il suffit de taper Florentin Dame. Super, donc du coup, si on a envie de t'envoyer des good vibes, du love ou te poser des questions, on vient te retrouver sur LinkedIn. Avec plaisir. Encore merci Florentin pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que pour vous qui nous écoutez, la data science est un monde un petit peu moins obscur et peut-être vous fait envie aussi de le découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Prenez soin de vous. Merci. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!